Bonjour, c'est une web formation qui vous est offerte par Proville Médical qui s'intitule Du tensiomètre au garrot chirurgical, une différence de taille et de mesure. On discutera dans cette présentation de l'intérêt de maîtriser la dose dans les guidelines. Donc 90% de ce qu'on raconte ici a été publié, expliqué déjà, dessiné, schématisé, absolument tout chez le professeur Esteb. Donc merci professeur Esteb pour la précision de tout ça. J'ai fait rencontrer professeur Esteb avec le professeur Gavrieli qui a inventé le garrot Maclear. Il a posé les bonnes questions, on a apporté les bonnes réponses. Et là, on va exposer tout ça aujourd'hui. Il ne restait plus qu'à calculer la force. Les forces sont schématisées ici, on voit qu'elles se convertissent en d'autres choses. C'est les professeurs Pierre Bourquelot, professeur en chirurgie vasculaire, qui a aussi pas mal écrit sur le sujet, et Bernard Lévy, spécialiste sur le sang et les vaisseaux sanguins, de l'Institut du sang et des vaisseaux sanguins à l'hôpital Lariboisière. Donc merci à ces trois professeurs et au professeur Gabrielli, grâce à qui on a pu mettre un point final sur ce sujet de la compression. C'est pas plus mal qu'on ait pu mettre ce point final en France, parce que bah voilà, tourniquet, c'est un terme français qui vient de France, et puis ça a été repris en toutes les langues, alors que ça n'a plus rien à voir, un pneumatique tourniquet. Ce serait très drôle de voir un pneumatique qui tourne. En tout cas, on va essayer aujourd'hui de faire le pont entre le sens, les valeurs et les définitions. On ne remontera pas jusqu'en Grèce, on va partir de 1904, date à laquelle Harvey Cushing, un neurochirurgien, détourne un tensiomètre en garrot chirurgical. C'est le père du garrot pneumatique. Technologie dépassée hein, pour faire une mesure. En tout cas, c'est la technique employée avec un gaz, pression de gonflage à l'extérieur, pour mesurer une pression au moment de l'occlusion. En plus, on n'avait pas besoin d'une occlusion longue, donc peu de déformation. Et puis, le régime de pression était relativement faible, de l'ordre de la pression artérielle. À droite, on comprend bien qu'on aura une diffusion de la pression qui sera tellement dégradée qu'on ne peut pas faire de mesure. C'est ici, en voulant en essayant en tout cas d'appliquer une mesure, une valeur, parce qu'on avait accès dans ce design-là qu'à la seule valeur de la pression, en essayant d'appliquer la valeur de pression la moins impactante possible pour le patient, on cherchait la valeur la plus petite, et pour cela, il fallait avoir le manchon le plus large, donc directement, conformément à la guideline de la mesure de la tension artérielle. Entre parenthèses, la tension artérielle est une force. Si on a pu la confondre avec la pression, c'est parce qu'on est sur une dimension unitaire, hein, de l'artère c'est 1 cm et qu'on mesure un débit. On va voir l'importance de ce détail juste après. Parce que si on reprend l'image tout à l'heure, la distribution de la pression en fonction de la largeur, déjà ce qu'on va prendre en compte, c'est qu'on a quasiment 2 fois plus de pression. Pourquoi? C'est à cause de la durée. Sous le manchon, le membre se déforme au fur et à mesure, donc on aura besoin de plus de gaz dans le manchon, donc plus de pression pour continuer d'occlure. Simplement, est-ce que c'était vraiment intéressant de faire concerner autant de tissus quand on sait qu'en dégradant la pression, on peut viser et faire une occlusion chirurgicale, hein, dans tous les sens du terme, sur une longueur très très courte des vaisseaux, 3,5 sur le membre sup, et de 5 à 10 mm sur le membre inf. La lésion nerveuse est une des complications les plus redoutées, et pour ses effets à long terme. Mais il y a aussi l'altération de la fonction neuromusculaire qui joue un rôle majeur dans notre sujet, on en parlera tout à l'heure. Ochoa nous montre ici que la lésion n'est pas causée par la compression directe sur le nerf comme par lacération au milieu du garrot, mais par étapes, par son allongement, puis télescopage, invagination du nerf sur lui-même au nœud de Ranvier, comme il explique lui-même aux deux bords du manchon et non pas au milieu. Elle se produit donc par effet de bord lorsqu'il y a une frontière absolue, sans dégradation de la pression, dans les tissus, entre les régions soumises ou non à une telle pression. On a des zones de contrainte de cisaillement qui vont affaiblir le nerf, et l'étirement du nerf va produire cette invagination qui va finir le travail. Donc c'est une lésion en 2 temps. C'est bien le design du manchon large à bord et sa distribution uniforme de la pression qui sont directement responsables de ce phénomène. Dans toutes ces démonstrations, on se basera sur un principe bien sage qui n'est pas présent uniquement en médecine, mais particulièrement en médecine.
Il y a deux limites qui accompagnent toujours le bon usage, ou le bon dosage ici, en tout cas, d'un principe actif sur le vivant. C'est la concentration, une quantité par rapport à un volume, c'est une moyenne, et la dose. C'est une quantité, une valeur absolue qui est toujours associée à une durée d'exposition ou à une durée de traitement. Ici, ce sera plutôt une durée d'exposition. Et le principe en question, c'est la compression. Pas la pression, comme on le vérifiera juste après. Il y a une différence entre la pression selon qu'on parle de science ou selon qu'on parle tout court. Là, on parle de science et on parle tout court. Dans les deux cas, c'est une compression. Et la compression, eh ben, en science, elle varie suivant la force et suivant l'étendue des surfaces affaissées. Alors vous me direz, ça revient au rapport force-surface, c'est la pression. Oui, mais le rapport nous fait oublier les organes sur lesquels elle agit et l'importance de la surface. Donc, en prenant en compte la force totale, on a une valeur absolue, on a le dosage, enfin la dose, pardon, et avec la pression, la concentration, on a un dosage. Alors on va faire un petit peu de sémantique, un petit peu de science du langage, et vous allez voir qu'il y avait vraiment de quoi tomber dans le panneau, mais alors pas au carré, au cube. Vous voyez ici la définition de la pression dans le petit Robert, enfin maintenant il est plus petit, il est Robert. Et la pression dans sa définition, numéro 1, eh bien c'est P égale F sur S. Donc ça, sur ça, il n'y a pas de doute. Pour ceux qui manipulent la pression en physique ou dans d'autres domaines, P égale F sur S, c'est une mesure de la force par unité de surface. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, en 2, on nous décrit ça comme une action de presser, bon, ce qui est juste, hein, façon de parler, mais on nous dit que c'est une force de ce qui presse. Et là, on a un vrai problème, parce que dans 2, on nous dit que P égale force. Donc ça voudrait dire que F égale F sur S, on a bien compris qu'on n'est pas du tout raccord avec ce qu'on utilise en science. Et pourtant, en littérature, ça a l'air de vouloir dire les deux, et ça se contredit, puisque l'une est la moyenne de l'autre. Dans la version numéro 1, le relatif surface disparaît dans la définition numéro 2, vous avez compris, dans la tête, la pression et la force, dans la tête de la plupart de ceux qui n'ont pas fait la différence, eh bien c'est la même chose. Si on compare maintenant avec une autre expression qu'on utilise aussi souvent, la vitesse, eh bien on va se rendre compte que tous les sens du terme décrivent la même valeur mathématiquement relative au temps ici. La relation au temps n'est jamais absente et on ne confondra jamais, d'ailleurs c'est bien pratique pour l'achat d'un véhicule d'occasion, les kilomètres avec les kilomètres-heure. Et si la question se pose, c'est parce que si vous faisiez l'expérience vous-même tout de suite, là maintenant, vous verriez qu'il suffit de comprimer sur une section courte de quelques millimètres pour occlure, bloquer le flux sanguin dans une artère. Pourquoi? Parce que l'artère elle-même fait 10 millimètres environ. On va revisiter les guidelines parce que les complications statistiques attribuées à l'indication sont plutôt celles d'un tensiomètre qu'on a longtemps pris pour un garrot. Là, on est dans le réel et on va partir de ce qu'on a. On a la pression. Donc, on va considérer qu'on a la pression des deux côtés qui sera identique, sauf à considérer qu'elle ne sera pas uniforme sur la peau dans le manchon le plus large. Mais ça, mis à part, la surface sera donc 10 fois plus importante du côté du manchon, 10 fois plus large. Et logiquement, on aura donc une force qui sera 10 fois plus importante. Et à prendre en considération, se rappeler que la pression au centre du membre sera intègre et sur les vaisseaux, tandis que du côté du manchon le plus étroit, on aura 30% au centre du membre et 60% sur l'artère. Il y a deux questions dans cette diapositive. Bon, est-ce que le bon usage pour occlure ou pour mesure, est-ce que c'est pareil? Bon, on comprend bien que non. À partir du moment où on comprend que la pression à l'intérieur des tissus, elle est préservée, la pression d'un garrot pneumatique, c'est le double dessus et dedans. Et pour une durée d'exposition qui est absolument pas comparable. Alors, est-ce que la classe d'un dispositif devrait être fonction du dispositif ou est-ce qu'on doit considérer la manière dont on l'utilise? C'est aussi une question intéressante. En tout cas, pour notre question, qu'est-ce qu'un garrot chirurgical conforme aujourd'hui, en étant à jour de tout ce qu'on doit connaître, sur tout ce qu'on peut connaître à jour de notre science? Eh bien, c'est un garrot qui limite autant la pression que sa force. Donc, il limite aussi, du coup, le volume du tissu concerné. Et, du coup, ça permet d'avoir une pression dans les tissus qui sera dégradée. Vous voyez, on fait exactement l'inverse. On raisonne exactement à l'inverse de ce qu'on a raisonné jusqu'à présent pour une force qui va être de 6 à 20 kg contre 60 à 130 kg pour un garrot pneumatique.
Dans cet exemple, on va vérifier à quel point la force totale sera plus influencée, comme on vient de le dire, par la surface. Et on a fait exprès d'augmenter la surface et de baisser la pression de gonflage pour s'en rendre compte, afin de comprendre à quel point on a l'illusion du contrôle de la compression. Lorsqu'on a le contrôle uniquement sur la pression de gonflage, on a ici 140 kg de plus avec 150 mm de mercure de moins. En faisant le lien avec la littérature en médecine d'urgence, je vous dirai pourquoi après, on se rend compte que les complications locales et les complications systémiques qu'on décrit très bien dans la littérature sur les garrots pneumatiques, hein, et bien en fait, cette liste décrit finalement très bien les étapes d'une seule condition clinique qu'on appelle en médecine d'urgence un crush syndrome. Allez, on revoit ces cuisses de plus en plus larges et on va comparer notre garrot Hémaclear super étroit avec l'idéal en poussant l'argumentation de James McEwen jusqu'au bout, en étant capable d'appliquer des pressions très basses qui pourraient même justifier une classe 1 pour un tel dispositif si jamais c'était possible de le faire pour tout le monde, quand bien même si on devait comparer avec les forces totales finalement on se poserait toujours la question, parce que 168 kg pour une personne qui pèserait peut-être dans les 50-60 kg, c'est toujours discutable, 250, 442, 651, ça reste spectaculaire. Si on compare maintenant avec nos fameux garrots Hémaclear, très étroits, eh bien, pour le premier patient, on va avoir 38 kg. On imagine que si cette personne avait un conjoint, une conjointe, statistiquement probablement du même ordre de grandeur, et donc on pourrait supporter son conjoint, sa conjointe pendant quelques dizaines de minutes au cinéma au plein air, chacun dans sa mesure. Alors, pas seulement parce que c'est utile en chirurgie des extrémités ou prothétique des articulations, mais si on voit qu'un garrot nous empêche la mobilité passive ou active du membre, bon, ça peut être déjà un signal qu'on est sur une compression trop importante. En tout cas, les limites utiles qu'on peut proposer et qui sont vraiment conformes à une séance complète, c'est la force totale appliquée intrinsèquement à la surface de compression, la pression sur la peau, puis la pression au centre du membre, et puis évidemment la durée d'exposition. Quatrième partie, Hémaclear, le premier garrot mécanique, chirurgical, dans tous les sens du terme, et hémodynamique. Il a trois fonctions. Donc il fait jersey stérile, il exsanguine à plus de 95%, les moins de 5%, on n'a jamais pu les mesurer en fait. Donc on marque supérieur à 95%, et ce qui n'a pas été mesuré en fait a été consommé par les tissus. Donc il y a usage unique, le champ va être super sec, une visibilité optimum, se positionne en quelques secondes, comme vous le verrez sur les vidéos. Vous voyez qu'on gagne énormément de place, on gagne aussi du temps, et on gagne aussi on fait des économies. Libre délibéré. Alors pour le temps et les économies, c'est avant, pendant et après. Et c'est à apprécier chacun selon sa spécialité. Libre délibéré, et puis on peut faire, comme on l'a dit, de wide awake, et donc des procédures en cabinet avec Hémaclear. Un autre avantage, c'est puisque ça fait beaucoup moins mal et qu'on comprime beaucoup moins, donc forcément on peut le supporter plus longtemps, en l'occurrence 120 minutes sans problème, éventuellement renouvelable avec une pause au besoin. Une IRM comparative de Kovar qui présente deux bras. Un bras sous pneumatique, on le voit, c'est A qui devient B, et voilà, un bras qui sous Hémaclear, c'est C qui devient D. Donc là, les différences, la souffrance des tissus, elle est vraiment très clairement différente, et la déformation, elle est absolument pas comparable, si on considère en plus le volume. L'élasticité des tissus, elle est physiquement, elle est métaboliquement préservée lorsqu'il y a un faible niveau compressif, et qu'une déformation qui soit peu étendue. Trois choses à dire sur cette photo. Si on a un patient ou une patiente qui a une peau fragile, il ne faut pas hésiter à ajouter un jersey. Bon, là, elle n'avait pas, et manifestement, la patiente n'a pas une peau fragile. Voilà les marques qu'on a après 61 minutes. C'est pas effrayant. Et elles disparaissent au bout de 37 minutes. Donc ça, c'est deux premières choses qu'on avait à dire sur cette diapositive. La troisième chose, c'est que, bon, culpabilisons pas parce qu'on n'a pas été aussi haut que possible. On aurait dû aller plus haut, on n'a pas profité des avantages de la place. Et aussi, on aurait pu réduire encore plus la douleur en mettant le garrot
proximale, donc vraiment à la base du muscle. Donc, il ne faut pas culpabiliser parce que ça ne fait pas de complications. C'est vrai que ça se prépare. C'est au moment où on prépare le patient, on va faire les champs. Il faut considérer, prévoir on voudrait tirer le garrot le plus haut possible. Donc il faut mettre les champs et le plus haut possible. Là, vous pouvez regarder l'indication et le membre qui vous concerne. À moins que vous soyez généraliste, vous serez concerné par 2 voire 3 modèles maximum, donc parmi lesquels vous allez naviguer dans votre quotidien. On répétera que le fait qu'il soit étroit permet un emplacement à la base du muscle, donc plus de place, mais surtout une zone peu sensible, donc peu de surface de fascia, donc encore moins de douleur. La mobilité active ou passive, quel que soit le modèle. Donc ce tableau pour 2 choses, comment choisir le modèle? Bon, une fois qu'on connaît les 2-3 modèles qui concernent notre patientèle, on va avoir quand même à vérifier si c'est bien le bon modèle. Pour ça, il y a 2 coordonnées, la pression artérielle du patient et la circonférence du membre. Ensuite, pour la compression appliquée, les valeurs qui sont utiles, on s'aperçoit déjà que les forces sont loin d'être effrayantes, et puis que les pressions d'occlusion sur le membre aussi sont loin d'être effrayantes. Les pressions d'occlusion sur l'artère, c'est vraiment juste au-dessus de la tension artérielle, hein, pas plus, pas besoin de plus. Ce qu'on peut noter aussi, et ça figure de tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent dans cette présentation, c'est le modèle pied et cheville qui fait un véritable pied de nez aux anciennes croyances, puisqu'ici on voit bien sa pression d'occlusion sur le membre, qui est à 50% de ce qu'on peut utiliser avec un garrot pneumatique donc plus large. Donnez-moi des ciseaux, s'il vous plaît. Bien, bien. C'est bon. On y va, on file. On va aller au bas, s'il vous plaît. Numéro 2. Donnez-moi le bistouri, s'il vous plaît. D'hémorragie, ça a été très bien contrôlé pendant l'intervention. Tout est bien. Bonjour, c'est avec plaisir que je voudrais partager mon expérience avec vous concernant le système d'exsanguination HemaClear que Sidney Azoulay m'a présenté il y a maintenant une dizaine d'années et que j'utilise dans ma pratique quotidienne. C'est un système qui permet tout d'abord d'avoir un champ opératoire exsangue. C'est très important pour le chirurgien de bien pouvoir identifier les différentes structures anatomiques et extrêmement agréable de pouvoir travailler avec des instruments non souillés. Accessoirement, ça permet parfois même de gagner un petit peu de temps sur le plan chirurgical. Ensuite, c'est un système à usage unique et stérile. Et ceci est intéressant parce que cela représente un gain de temps appréciable pour les équipes qui installent le patient d'une part, et pour le chirurgien, il est bien sûr qu'il n'y a pas eu de problème de décontamination du garrot entre 2 interventions. Enfin, ce système HemaClear a mis un terme au lâchage de garrot. En
10 ans, je n'ai jamais rencontré de problème de lâchage de garrot. Ça aussi, c'est essentiel. Alors, le faible encombrement de l'hémaclire permet de placer le système très proche de la racine du membre inférieur. Et ceci permet de gagner quelques centimètres parfois précieux lors d'un abord chirurgical un petit peu plus extensif.